Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Radar littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le Mid-Year Book Tag. C'est une vidéo que vous voyez peut-être pas mal tourner en ce moment vu qu'on est à la moitié de l'année et effectivement cette vidéo elle va servir à faire le bilan du premier semestre qui s'est écoulé et autant vous dire que j'avais hâte de faire ce premier bilan parce que ce premier semestre a été vraiment très bon. Autant l'année passée, je dois dire que j'ai accumulé les déceptions livresques, un nombre de livres lus assez impressionnant. Ici, c'est plutôt l'inverse. J'ai pas lu énormément comparé à l'année passée et même à d'autres années, mais par contre, je n'en retiens que du positif. J'ai très peu de déceptions, de mauvaises lectures. On va commencer tout de suite ce petit bilan de mi-année. Le choix est plutôt compliqué puisque j'ai eu 2 coups de cœur. Ces 2 livres sont totalement différents, je les ai adorés pour différentes raisons et comme je fais le choix de ne pas choisir, je vais vous présenter ces 2 coups de cœur. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de La maison dans laquelle de Marianne Petrosian qui est édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Autrement dit, une de mes maisons d'édition préférées au monde. C'est un pavé de près de 1000 pages qui est incroyablement difficile à résumer puisque j'ai peur de vous divulguer des éléments importants de l'histoire et en même temps de rester trop vague et que ça vous donne pas forcément envie. Donc je vais me baser sur ce qu'indique Livre Addict qui est à mon sens un résumé suffisamment réussi pour ne pas divulguer les éléments de l'intrigue et laisser la totale découverte au lecteur, mais qui en même temps indique bien l'ambiance générale du récit. Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous vous ferez des amis, vous vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres. Dans la maison, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur, vous découvrirez des endroits dont vous ne soupçonnez pas l'existence, et même quand vous serez seul, ce ne sera jamais vraiment le cas. Dans la maison, aucun mur ne peut vous arrêter. Le temps ne s'écoule pas toujours comme il le devrait. Et la loi y est impitoyable. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec quelques lecteurs et lectrices du book club dont je fais partie, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait tous et toutes envie de le lire, mais qu'il nous faisait très peur. Cette lecture m'a clairement demandé un niveau d'attention et d'immersion que j'ai rarement expérimenté depuis que je lis de manière assidue, donc c'est-à-dire depuis fin 2015. C'est simple, je lisais La maison dans laquelle, je mangeais La maison dans laquelle, je dormais La maison dans laquelle, je conduisais La maison dans laquelle, bref, mon attention était entièrement tournée vers cet incroyable roman, ces personnages uniques en leur genre. Et encore aujourd'hui, je manque clairement de mots pour décrire mon avis, cette expérience qu'a été La maison dans laquelle, et je crois en fait que ça veut vraiment tout dire. C'est un livre que je relirai d'ici quelques années parce que je pense que La maison ne délivre pas l'intégralité de ses secrets lors de sa première lecture. Pour ce qui est du second coup de cœur, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, donc je vous laisserai découvrir l'entièreté de celle-ci grâce au petit i. Il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, publié chez Sonatine. C'est un roman dans lequel on suit le personnage de Zachary, un étudiant en nouveaux médias qui doit écrire son mémoire, et alors qu'il fait des recherches à la bibliothèque de son université, Zachary tombe sur un roman étrange. Ce livre n'a ni auteur ni copyright, juste un titre écrit dans les premières pages, et puis il possède surtout un passage de sa propre enfance. Ce passage réveille d'autres souvenirs en lui et surtout l'envie d'en savoir plus. Est-ce que si cette scène que le livre a décrit est bien réelle, le reste ne le serait pas également? Zachary va s'embarquer dans une aventure absolument passionnante, dans un univers, une ambiance incroyablement riche et détaillée. Je le disais dans l'update lecture, mais tout est pensé dans le moindre détail, des textures aux couleurs en passant par les décors et même la nourriture.
Et puis, l'intrigue en elle-même est pleine de rebondissements, de voyages, d'éléments cachés. Les petits détails ont toute leur importance et l'autrice ne nous donne pas toutes les clés pour appréhender son histoire et son déroulement. C'est à nous d'être concentrés, de remettre les pièces du puzzle à la bonne place, de remarquer lorsqu'un élément narratif revient et son niveau d'importance. Bref, on a une lecture active et personnellement, j'adore ça. C'est aussi onirique que ce soit dans l'ambiance ou dans la plume de l'autrice. Ce n'est que le second livre de l'autrice, mais je trouve qu'elle écrit incroyablement bien. Sa plume est poétique, adaptée à ce genre de récit. Et puis, je ne reviendrai pas sur le fait que je trouve le personnage de Zachary formidable parce qu'il adore la lecture, qu'il est empathique et que je lui trouve beaucoup d'autres qualités. Je crois que je n'ai pas suffisamment parlé des personnages secondaires, mais eux aussi, ils ont de la profondeur, un vrai background et un récit à part. Ils ne servent pas de faire valoir ou encore ils ne sont pas des clés pour aider le personnage principal à avancer dans sa quête. Pour moi, c'était un gros coup de cœur et clairement une de mes meilleures lectures de cette première partie d'année. J'en parlerai plus en détail dans le prochain update lecture, mais pour le moment, la meilleure suite de saga, et fin en l'occurrence ici, que j'ai lu dans ce premier semestre est le tome 2 du Faiseur de rêves, La Muse des cauchemars. C'est écrit par Laini Taylor et édité chez Lumen. Dans cette duologie de fantasy orientale, on va suivre le personnage de Laszlo. Lorsqu'il était enfant, il a ressenti une douleur, une perte inexplicable. Les années vont passer et Laszlo va devenir bibliothécaire, mais il sera toujours impacté par cette perte dont il ignore le sujet. Il va également développer une passion dévorante pour la ville de Désolation, sa langue, son histoire, ses coutumes, etc. Il rêve vraiment d'arpenter cette ville et son rêve va se réaliser le jour où une délégation l'engage pour faire partie de ses membres et donc il va aider à ce que l'objectif de cette délégation, dont je tairai le but, soit accompli. Pour moi, on reste vraiment dans la lignée du premier tome et on développe davantage ce qui fonctionnait très bien dans ce premier volet. Alors, cette suite n'est pas exempte de défauts, comme je le disais dans mon update lecture, notamment ses longueurs puisque pour vous donner une idée, les 200 premières pages font office, on va dire, à 80% de redit donc. Mais j'ai adoré retrouver cet univers onirique, la sensation d'être comme recouverte d'un plaid douillet quand je lisais ce livre, ces personnages nuancés et attachants, cette plume travaillée et lyrique. Je me suis très clairement trouvée face à une suite de qualité équivalente au premier tome et vu que j'avais beaucoup aimé ce premier tome, je suis ravie de voir que la fin n'a pas tourné en eau de boudin. Personnellement, je ne suis pas attentivement les sorties littéraires, sauf quelques rares exceptions. J'ai du mal à savoir ce qui est paru en 2023 ou juste en fait donner une année de sortie à un livre. D'ailleurs, la question 4 aborde normalement une future sortie de 2023 et au vu de mon manque de culture sur les sorties littéraires à venir, je vais clairement passer cette question-là. Mais bref, il y a quand même une sortie très récente que j'ai envie de découvrir et vous l'avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux ces derniers temps. C'est le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau à retrouver chez Gallimard. Je vous parle régulièrement de cette saga et pour le 3e tome, on va suivre un autre personnage dont je tairai le nom, même si on le découvre très facilement grâce à la fin du tome 2 et donc on va suivre son point de vue, enfin les événements du premier tome et du 2e tome. Normalement, je suis plutôt frileuse avec ce genre de procédé narratif, mais on parle d'une autrice qui m'a fait aimer un livre écrit à la première personne du singulier, soit un style de narration que je n'apprécie pas beaucoup en temps normal, et puis il me semble aussi important de lever le voile sur ce personnage. En réalité, on sait très peu de choses sur cette personne et apprendre à défaire les mystères qui entourent ce personnage permettra de mieux amorcer le tome 4 qui sera, si mes informations sont bonnes, le dernier. Je vais sûrement surprendre plusieurs, mais j'ai choisi de vous parler de La vie invisible d'Adi Larue, écrit par V.I. Schwab et encore une fois publié chez Lumen. J'avais d'autres possibilités devant moi, même si globalement cette première partie de l'année a été très riche en bonne lecture comme je vous le disais, mais voilà, j'ai été horriblement déçue par La vie invisible de Adi Larue, et même si j'ai lu il me semble 150 voire 170 pages, je me suis résolue tout simplement à l'abandonner. Dans ce roman, notre protagoniste Adi est immortelle. Elle a en effet passé un pacte avec le diable pour échapper à un mariage qu'elle ne souhaitait pas, pour vivre librement des tonnes d'aventures.
Seulement, oui, Addie vivra éternellement, mais en contrepartie, elle ne laissera aucune trace de son passage sur Terre. Elle est vouée à disparaître des esprits dès qu'on quitte son regard, sauf qu'un jour, un jeune homme se souvient d'elle. Je reconnais que la plume est jolie et qu'il y a tout de même une certaine habileté dont fait preuve l'autrice pour parler de sujets contemporains ou à portée universelle, mais en fait c'est tout et je me suis franchement ennuyée. J'ai trouvé l'histoire répétitive et rapidement lassante, la faute due à un schéma qui ne cesse de se répéter encore et encore. L'autrice a mis en place quelque chose de très linéaire. Or, on sait que Addie a vécu je ne sais combien de centaines d'années et il aurait été plus intéressant de jongler entre les époques pour qu'on essaye de recomposer le puzzle, un peu comme La mer sans étoiles, qu'on ait une vraie lecture active. Et puis, les événements qu'elle a mis en avant m'ont très rapidement plus intéressée. Addie mange des pommes alors qu'elle est immortelle et ne peut pas mourir de faim. Addie découvre le chocolat, etc. Que des circonvolutions inintéressantes face à l'intrigue présentée dans la 4e de couverture. Certes, la narration est lente et j'ai souvent entendu que c'était un récit d'ambiance. Peut-être. Pour moi, un récit d'ambiance n'est pas un récit où il ne se passe absolument rien. Et puis, je n'ai pas eu l'impression en fait de me retrouver pleinement dans les endroits qu'elle visite. On ne sent pas les textures, les odeurs, on ne voit pas les couleurs, on ne ressent pas la chaleur ou la fraîcheur d'un lieu. Il y a plein de romans d'ambiance qui ont un univers très travaillé où on ressent effectivement une atmosphère unique, mais qui sont aussi une histoire et une intrigue pensée et où il ne se passe pas rien. Les personnages sont aussi un point faible de l'histoire. Au départ, j'ai eu de la compassion pour Addie avant que mes sentiments pour elle changent en une forme de lassitude à son égard. Le personnage d'Henri m'horripilait dès son apparition, et le diable, eh bien, j'ai comme une impression de déjà vu et un sentiment étrange parce que j'avais l'impression qu'on essayait de forcer une alchimie entre ce personnage et celui d'Addie. Bon, gros flop pour ma part. Je ne vais pas dire que je m'attendais à un coup de cœur parce que je savais que sa lenteur pouvait me freiner, mais là, je dois dire que cette déception n'est pas due uniquement au rythme de la narration. Il me semble que ma plus grosse surprise, dans le sens positif du terme, a été ma découverte de Plein Gris, écrit par Marion Brunet et édité chez Pocket Jeunesse. C'est un roman jeunesse, voire plutôt young adulte, qui contient un peu moins de 200 pages et qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis, Emma, Élise, Sam et Victor, qui sont pour la plupart des navigateurs depuis l'enfance et qui découvrent le cadavre de leur amie, on voit pas mais je mets des gros guillemets, Clarence. Cependant, ils n'ont pas le temps de s'appesantir sur cette découverte qu'une violente tempête fonce droit vers eux. Je n'en attendais rien du tout et j'ai tellement aimé que je lui ai mis une jolie note jaune sur Livre Addict. C'est un récit qui est hyper haletant et qui ne se concentre pas vraiment sur le corps sans vie de Clarence, comme si le livre était un cluedo en pleine mer. L'histoire va plutôt se porter sur comment ces 4 adolescents vont survivre à cette tempête, à la mécanique de leur groupe et au comportement de Clarence. Ce qui m'a surprise, c'est la qualité de ces personnages. Marion Brunet a écrit des personnages qui sont vraiment loin d'être clichés et vraiment crédibles. En plus, c'est un récit qui est narré à la première personne du singulier et au présent, ce qui normalement est un peu un red flag pour moi dans le monde littéraire, mais ici c'est encore une fois très bien fait. C'est bien écrit et ça renforce cette impression d'immersion. Donc je suis absolument ravie d'avoir découvert cette autrice et ce roman et j'en lirai d'autres avec grande joie. D'ailleurs, je vous en parlerai dans un prochain update lecture, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur mon avis sur Plein Gris. Le personnage que j'ai préféré découvrir en ce premier semestre de 2023, c'est aucun doute Gertrude de I Hate Fairyland de Skottie Young à retrouver aux éditions Urban Comics. J'ai évidemment prévu de vous en parler plus en détail dans un prochain Renard en Bulle, mais très rapidement dans I Hate Fairyland, on va suivre Gertrude, une enfant de 6 ans qui a été, encore une fois, avec des gros guillemets, invitée à passer une journée à Fairyland, journée pendant laquelle elle doit trouver une clé qui va lui permettre de rentrer chez elle. C'est normalement une tâche facile, tous les enfants y arrivent en un jour ou deux, vraiment dans le pire du pire des cas. Bon, Gertrude, ça fait plus de 20 ans qu'elle cherche cette fameuse clé. Je ne pourrais pas mieux résumer en disant que Gertrude, c'est Gertrude en fait.
Je crois que ma description de Gertrude ne pourra jamais représenter réellement ce qu'elle est parce qu'il faut lire les comics pour vraiment comprendre et saisir l'ampleur de ce personnage. Mais si je devais la décrire, je dirais que c'est un personnage totalement irrévérencieux, blasé, qui jure comme pas permis, mais avec les jurons made in Fairyland, hein. Donc des trucs du style fais-toi pousser des profiteroles, qui se bat comme une bourrine et qui est parfois un peu beauf. Le souci c'est qu'elle a gardé son corps d'enfant, donc c'est super hilarant ce contraste. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là pour avoir encore de la matière à divulguer pendant le renard en bulle. Cette question, elle est un peu compliquée parce que je ne pleure pas souvent devant un livre et le roman pour lequel j'ai eu l'impression que j'allais pleurer, pas tant parce que son histoire était touchante, même si oui, elle l'est, mais je vais pas digresser parce que il a déjà aspiré toute mon énergie pendant 6 semaines, c'est La maison dans laquelle, et en plus j'en ai déjà parlé. Donc je détourne la question avec un livre qui m'a profondément touchée et je vous en ai parlé récemment. Il s'agit encore d'un comics de Scotty Young, mais cette fois-ci en duo avec George Corona, celui que tu aimes dans les ténèbres, qui est encore une fois à retrouver aux éditions Urban Comics. Pour le résumé et mon avis complet, je vous renvoie à ma dernière vidéo et je vous laisse le lien dans le petit i. Le fait de trouver Scotty Young dans 2 registres différents et de lui faire des tas d'éloges prouve bien que c'est un auteur de talent qui peut provoquer naturellement toutes les émotions du monde. Que ce soit la joie avec I Hate Fairyland ou encore la tristesse et toute une palette d'émotions plus négatives avec celui que tu aimes dans les ténèbres. Son duo avec George Corona fonctionne incroyablement bien et je ne saurais que vous recommander de vous pencher sur leurs publications. Quand bien même vous n'êtes pas habitué à lire des comics ou pas fan du genre ou encore que vous avez envie d'en lire mais que vous ne savez pas par où commencer. En tout début d'année, j'ai lu une bande dessinée que je n'ai pas encore évoquée sur la chaîne et ce livre m'a mis de très bonne humeur. On va parler de Star Night de Guy Davout, j'espère que je prononce pas trop mal le nom, à retrouver chez l'incroyable maison d'édition Kinaï. C'est une bande dessinée en tome unique destinée à un public plutôt jeune, dans laquelle on va suivre le personnage de Tad, une grenouille qui rêve de devenir chevalier de l'étoile. Tad, en raison de l'espèce animale qu'il représente, est mal vu et exclu de ses camarades qui lui font bien comprendre qu'il ne pourra jamais être un chevalier de l'étoile. Mais tout va changer le jour où Tad fait la rencontre d'un autre personnage et va vivre une aventure palpitante. Pour commencer, je n'en avais jamais entendu parler et même maintenant je ne le vois jamais passer sur les réseaux sociaux livresques, ce qui est fort dommage. Au départ c'est ma bibliothécaire qui me l'a mis entre les mains en me disant que j'allais adorer parce que c'est le style de graphisme et d'histoire que j'aime. Et comme d'habitude elle ne s'est pas trompée. C'est une histoire bienveillante, positive, touchante qui apporte avec elle des jolis messages. On parle d'aller au-delà des apparences, des biais que l'on a tous et toutes, du courage ou encore de l'amitié. Le tout avec un graphisme ultra chibi, des couleurs éclatantes, des planches détaillées, bon, tout ce que j'aime en somme. Et d'une manière générale, Kinaï publie de chouettes bandes dessinées. Ils ont notamment publié Ours, qui raconte l'histoire d'un chien d'aveugle qui devient malvoyant à son tour et qui se pose des tas de questions sur son utilité, son avenir et sur l'amour qu'on lui apportera maintenant qu'il ne peut plus effectuer sa tâche correctement. J'avais adoré cet album pour plein de raisons et je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais bref, la lecture de Star Night m'a rendue heureuse. Je n'ai pas lu de livre avec des couvertures sublimes, sauf le dernier tome de Blackwater qui a une couverture hyper belle et comme le reste de la série. Cependant, on ne va pas parler de Blackwater, mais plutôt d'un livre de ma pile à lire. Je me suis récemment procuré Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint Louverture, évidemment. Pour rappel, la saga Anne raconte le quotidien de Anne, une jeune orpheline adoptée par erreur par Matthew et Marissa, un frère et une sœur, alors que ceux-ci voulait un garçon pour aider Matthew aux travaux de la ferme. Et dans le premier tome, on se concentre principalement sur l'enfance de Anne, donc de ses 11 à 18 ans. Je n'ai pas encore lu le second tome et je pense attendre les vacances pour m'y mettre. C'est comme tout ce que réalise Monsieur Toussaint Louverture, soigné, détaillé, harmonieux. Les couleurs, le décor, enfin, tout est sublime et réfléchi et je vous invite à jeter un coup d'œil aux autres couvertures de la saga où on voit que cette harmonie est constante et les couvertures toujours de plus en plus belles.
Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous dans les commentaires, quelle a été votre meilleure lecture ou la pire, ou même juste en fait répondre aux différentes questions qui sont posées dans ce tag. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra donc d'avoir une petite notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.